Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 26 août, je vous propose tout d'abord de revenir sur la visite du président chinois Xi Jinping au Tibet à l'occasion du 60e anniversaire de la région autonome. Nous irons ensuite au Japon où s'est tenue la semaine dernière une conférence internationale sur le thème de l'investissement en Afrique, le gouvernement de Tokyo cherchant à encourager les entreprises japonaises à investir sur le marché africain. Nous irons aussi en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Cambodge, où l'Assemblée nationale vient d'adopter un texte rendant possible la déchéance de nationalité. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Thaïlande, où l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, renversé par un coup d'État en 2006, vient d'être acquitté dans l'affaire de lèse-majesté dans laquelle il risquait une peine de prison allant jusqu'à 15 ans. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Lhasa la semaine dernière pour le 60e anniversaire de la région autonome du Tibet. À sa sortie de l'avion, le chef de l'État a été accueilli en grande pompe avec un tapis rouge et les chants et les danses de milliers de personnes représentant les différentes ethnies vivant au Tibet, une mise en scène calculée minutieusement pour souligner l'unité de la nation chinoise dans sa diversité, qui était un des points sur lesquels a insisté le président chinois lors de son discours prononcé le lendemain à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire. La région autonome du Tibet a en effet été créée en 1965, plus de 10 ans après l'annexion du Tibet par les forces de l'Armée populaire de libération en 1951. Xi Jinping a également insisté sur le succès économique de la région, sur le succès du socialisme chinois et sur la nécessité de combattre le séparatisme. Le président a aussi réitéré la nécessité de renforcer la surveillance des affaires religieuses et a appelé à guider, je cite, le bouddhisme tibétain vers l'adaptation à la société socialiste. De son côté, Wang Huning, qui est le président de la conférence consultative politique du peuple chinois et qui est donc un des principaux dirigeants du Parti communiste chinois, a déclaré, je cite, que les grands accomplissements de la région autonome du Tibet au cours des 60 dernières années démontraient entièrement que le Tibet ne pouvait atteindre la prospérité et le progrès que grâce au leadership du Parti communiste chinois. Wang Huning a aussi affirmé que les affaires tibétaines relevaient, je cite, des affaires internes de la Chine et qu'aucune force externe n'avait le droit d'interférer. Le New York Times a indiqué que ce voyage reflétait l'attention portée par les hauts dirigeants chinois au contrôle du Tibet en prévision de la future lutte pour la succession au Dalai Lama, le leader spirituel des Tibétains, qui a récemment célébré son 99e anniversaire, alors qu'il vit toujours en exil à Dharamsala. Le Dalai Lama s'est enfui en Inde suite à l'échec du soulèvement de Lhasa en 1959 et y a établi un gouvernement en exil. Le Dalai Lama a déclaré le mois dernier qu'il se réincarnerait dans un jeune enfant, en accord avec la tradition de succession des Dalai Lama, tout en affirmant que le nouveau Dalai Lama serait trouvé en dehors du territoire contrôlé par la Chine. Robert Barnett, professeur et chercheur à l'école d'études africaines et orientales de l'Université de Londres, estime que la question de la succession du Dalai Lama est un champ de bataille symbolique et une occasion pour le Parti communiste chinois de démontrer son emprise sur le Tibet, tout en rappelant que cette question ne constitue pas pour autant une menace existentielle pour le régime chinois. La semaine dernière s'est tenue au Japon la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain, un événement qui s'inscrit dans la politique du gouvernement japonais visant à encourager les investissements en Afrique et notamment à encourager les entreprises japonaises à pénétrer le marché africain.
Le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé le lancement d'une initiative de la zone économique Océan Indien-Afrique qui vise à contribuer au développement d'une vaste zone économique qui va de l'ouest de l'océan Indien et couvre le continent africain. Cité par le quotidien japonais Asahi Shimbun, le Premier ministre a indiqué que l'initiative en question visait, je cite, à connecter davantage l'Afrique aux pays de la région de l'océan Indien et à soutenir les efforts en Afrique d'intégration régionale et de développement industriel, afin d'établir un environnement qui permet l'investissement d'entreprises japonaises en Afrique et la facilitation du commerce. L'initiative comprend notamment la création d'une agence pour mettre en relation les entreprises japonaises et étrangères pour investir en Afrique. Parmi les autres mesures annoncées, on trouve aussi la proposition qui consiste à utiliser l'aide publique au développement pour aider à la mise en place d'un projet de développement en lien avec le corridor logistique de Nacala, une zone où différents pays et régions d'Afrique du Sud-Est sont connectés à travers un réseau de ports, d'aéroports, de chemins de fer et d'autoroutes afin de faciliter le transport des minerais. Le Japon espère aussi renforcer la chaîne d'approvisionnement pour les minéraux importants et en particulier pour le cuivre. Shigeru Ishiba a aussi annoncé un programme pour former 30 000 Africains dans le domaine de l'intelligence artificielle au cours des 30 prochaines années. Notons que 49 pays africains ont participé à la conférence, qui a duré 3 jours, et permis la signature d'environ 300 protocoles d'entente concernant des projets de coopération. La conférence s'est conclue avec une déclaration commune qui rappelle la nécessité de renforcer le système du commerce multilatéral et les systèmes agricoles pour combattre l'insécurité alimentaire et assurer l'approvisionnement stable en minéraux critiques. L'Assemblée nationale cambodgienne a adopté hier un projet de loi venant amender la loi sur la citoyenneté et autoriser le gouvernement à déchoir certaines personnes de leur nationalité cambodgienne. La possibilité de déchoir les Cambodgiens de leur nationalité, qui a été adoptée à 120 voix sur 125 au sein de l'Assemblée nationale, concerne les personnes condamnées de conspiration avec des gouvernements étrangers contre l'intérêt national du Cambodge. L'adoption de ce texte a été rendue possible par l'adoption, en juillet dernier par le Parlement, d'un amendement constitutionnel. L'Assemblée nationale cambodgienne avait alors adopté à l'unanimité un amendement visant les personnes nées avec la citoyenneté cambodgienne, mais aussi les personnes bénéficiant de la double nationalité ayant la nationalité cambodgienne ou encore les personnes naturalisées. L'amendement est venu modifier l'article 33 de la Constitution du Cambodge, qui dispose qu'aucun citoyen khmer ne peut être déchu de sa nationalité, exilé ou extradé vers un autre pays sauf accord mutuel. L'article d'origine précisait également que les citoyens khmer vivant à l'étranger étaient protégés par l'État. L'ONG Amnesty International craignait déjà une utilisation contre les dissidents cambodgiens dans ce pays où le parti au pouvoir règne sans partage et où les dissidents risqueront désormais de devenir apatrides. Le Cambodian Center for Human Rights a publié un communiqué signé par une cinquantaine d'ONG cambodgiennes qui appelle à l'abandon du texte en question, lui reprochant des termes vagues et un potentiel effet glaçant désastreux sur la liberté d'expression sur tous les citoyens cambodgiens. Le communiqué ajoute que le texte viole clairement les droits et les traités internationaux, ainsi que la Constitution, en faisant courir aux citoyens cambodgiens le risque de devenir apatrides dans leur propre pays. Or, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne a le droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. L'ex-premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a déclaré avoir été acquitté dans l'affaire de lèse-majesté dans laquelle il risquait une peine de prison allant de 3 à 15 ans. Selon son avocat, cité par l'agence de presse Reuters, le tribunal a rendu son verdict vendredi dernier et a jugé que les témoignages et les preuves étaient trop faibles pour prouver le crime. L'ex-premier ministre, qui a été renversé par un coup d'État en 2006 avant de s'exiler à l'étranger, avec un bref retour en 2008, est rentré finalement en Thaïlande en 2023, après le retour au pouvoir de son parti, le Pheu Thai, et l'élection de sa plus jeune fille, Paetongtarn Shinawatra, au poste de premier ministre. Thaksin a ainsi échappé à la prison à son retour en étant transféré dans un hôpital avant de sortir et de bénéficier d'une grâce royale.
Thaksin a été accusé en 2016 de crime de lèse-majesté suite à des propos tenus lors d'une interview en Corée du Sud en 2015, alors qu'il se trouvait encore en exil. L'ex-premier ministre s'est toujours défendu de ces accusations et affirme qu'il s'agit d'un procès politique visant à le tenir éloigné de la vie politique en Thaïlande. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.